Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Dans 15 ans, j'imagine un monde du travail très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements assez bouleversants qui viennent changer et chambouler les modes de fonctionnement qu'on a connus dans nos entreprises depuis des décennies. Et je pense que c'est juste l'illustration d'un début et d'une fin. Parce que la fin d'un modèle à bout de souffle qui a épuisé des générations de travailleurs et le début d'une entreprise plus portée sur l'humain, plus portée sur l'équilibre entre le travail, la vie perso et l'environnement. Et pour faire tout ça, je pense que les espaces de travail seront aussi un des vecteurs structurants de cet écosystème qui donnera vie à des modes de management et des attentes en termes de management hyper différentes. Et on se retrouvera dans des bureaux hyper portés sur la technologie, sur l'humain et sur l'équilibre finalement de tous ces variables au service d'une vie plus épanouissante et plus responsable, je pense aussi, vis-à-vis de l'environnement notamment. Quels sont les nouveaux rôles du bureau ? Que disent-ils de l'évolution du monde du travail d'aujourd'hui et de son futur ? Et qu'accompagne-t-il comme transformation managériale ? Quentin Nier est dirigeant d'Abilis, une société spécialisée dans l'aménagement des espaces de travail. Avec son esprit novateur, il a pour objectif qu'Abilis incarne le renouveau des métiers du bâtiment avec un engagement environnemental et sociétal. Quentin est persuadé que l'espace de travail doit se réinventer et prendre en compte les nouvelles fonctions du bureau. Car le rôle de l'espace de travail a particulièrement évolué ces dernières années et ces transformations ont été accélérées par la crise du Covid. Ainsi, dans cet épisode, à travers des exemples d'aménagement, nous voyons se dessiner des bureaux plus humains, plus vivants et qui sont porteurs de sens. Des espaces de travail adaptés aux enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Quentin, tu es spécialisé en aménagement d'espaces professionnels et gérant d'Abilis. Alors, quel impact a eu le Covid sur les entreprises et comment cela a fait évoluer les choses dans ton domaine ? Effectivement, je suis spécialisé en aménagement d'espaces professionnels, notamment en espaces de bureaux. Donc nous, vu la configuration dans laquelle ont été poussées les entreprises avec le Covid, notre domaine il a totalement évolué parce que on a rajouté énormément d'enjeux managériaux finalement dans les espaces. Et en fait, il s'est passé un truc assez fou et assez brutal même, sans refaire le Covid. Ce qu'il faut comprendre, juste pour donner un peu de contexte, c'est que le bureau, dans sa fonction première depuis toujours, c'était de recevoir de la production, des gens pour produire au sein des entreprises. Et ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'en fait, on a bousculé ce standard parce qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir continuer de produire, mais à distance. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées. Ce qui s'est passé d'abord, c'est dans la tête des dirigeants d'entreprise, de comment est-ce qu'on fait pour manager, pour garantir cette production tout en n'ayant plus à disposition nos collaborateurs et surtout en ne pouvant plus contrôler que le travail soit bien fait, que les horaires soient bien respectés, etc. Parce qu'en fait, c'est ça un peu culturellement qu'on a en France, c'est que on a une culture du contrôle, une culture du présentéisme qui est hyper ancrée dans notre manière de conduire les boîtes, dans notre manière de manager.
Et donc, ça a chamboulé pas mal de choses. Mais finalement, ça a chamboulé des choses pour du bien, parce que en parallèle de ça, on s'est retrouvé face à des collaborateurs qui, eux, ont fait en sorte de garantir cette production, donc de continuer de produire à distance. Et donc, on était plus sur une culture du résultat qu'une culture du contrôle. Donc, ça a changé beaucoup de choses et surtout, ça a fait évoluer la manière de penser des collaborateurs, des utilisateurs finalement de ces espaces de bureau. Et forcément, de facto, ça a impacté ces standards ancrés culturels de culture de contrôle, de management très hiérarchisé, etc. Donc forcément, nous, on est impacté parce que les entreprises qui nous consultaient hier pour des projets d'aménagement de bureaux, parce que croissance, parce qu'on a besoin de plus de bureaux, parce qu'on a besoin de plus de postes de travail, et qui se posaient la question de comment je peux optimiser mes mètres carrés. Tu vois, on parlait plutôt de surface. Aujourd'hui, ils nous posent des questions sur comment est-ce que je peux utiliser mes espaces de travail pour les mettre au service de ces nouvelles attentes des collaborateurs, pour finalement créer de l'adhésion, de la performance, etc. Donc, on est plutôt sur ce volet-là de la réflexion, et donc ça fait changer les choses de manière assez significative. Donc, quel est aujourd'hui le rôle du bureau? Alors, le rôle du bureau, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette fonction première de production Oui. qu'on avait finalement historiquement depuis des décennies et des décennies, on vient au bureau pour produire, eh ben, elle n'a plus eu lieu du fait qu'aujourd'hui, on a fait évoluer nos modes de fonctionnement et nos modes de gestion d'entreprise vers de plus en plus de travail hybride, puisque notamment avec l'arrivée du télétravail, hein, l'arrivée du télétravail. Je fais une micro-parenthèse là-dessus, parce que c'est pas le Covid qui a inventé le télétravail, hein. Oui. Pour qu'on soit bien en phase, c'est des modèles qu'on a découverts sur le devant de la scène avec cette crise Covid, mais qui existent depuis des années et des décennies même dans des entreprises, mais qui étaient plutôt marginalisées. Donc, le nouveau rôle du bureau, vu qu'on ne vient plus pour y produire, parce que la production, on va plutôt la faire à distance, et puis voire même, on est même plus efficace à distance très souvent, parce qu'on n'est pas dérangé. Et puis en plus, on peut y trouver plein d'avantages. Meilleur impact environnemental, on ne prend pas la voiture, pas de gêne parce qu'on n'est pas dérangé, meilleur équilibre pro-perso. Donc, cette production, elle va se faire plutôt à la maison. Et donc, ce qu'on va venir chercher au bureau, ça va être le côté social, finalement, de création de liens, de collaboration. Et ça change tout, parce que c'était plutôt finalement une fonction qui arrivait plutôt en deuxième ou en troisième position historiquement, parce que le bureau était là on y allait pour produire. En plus, on avait nos collègues à dispo, donc on pouvait collaborer. Et s'ils partent sur le marché, on créait du lien. C'était bien, mais c'était pas comme ça qu'il était conçu. Donc le rôle, il a totalement évolué, ça s'est inversé, parce que la production, c'est ce qu'on fait plutôt ailleurs qu'au bureau, et la sociabilisation, la création de liens, la collaboration, c'est la fonction première. Donc le bureau, il se réinvente un peu comme un espèce je dirais, de hub social, tu vois, qui prend, et il prend aujourd'hui même des codes du retail, de l'hôtellerie pour toujours amener cette espèce de confort, cette espèce de lien entre les équipes. Et puis après, il y a plein de choses merveilleuses qu'on met en place aujourd'hui dans nos bureaux pour justement les mettre au service de l'humain, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. C'est qu'on a fait évoluer la posture du bureau, et on y a remis les hommes et les femmes qui y bossent au cœur du projet pour leur amener le plus de confort. Donc, du coup, qu'est-ce que ça change en termes d'aménagement? Eh ben, ça change énormément de choses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a des nouveaux enjeux, des nouveaux besoins, bah, le bureau doit se réinventer, et finalement, le bureau, il doit être représentatif aujourd'hui du management et de la vision managériale qu'a l'entreprise. Donc forcément, plus on va vers cette notion d'acceptation du travail hybride, de mise en place
etc. Et que vu qu'on vient au bureau plutôt pour créer du lien et pour collaborer, eh ben, on retrouve de moins en moins de postes de travail, ou alors des postes de travail qui sont gérés de manière beaucoup plus aléatoire. On parle de flex office, il n'y a pas de bureau attribué. Enfin, c'est des solutions qu'on déploie de plus en plus dans les entreprises. Et par contre, ce qu'on y retrouve, c'est de plus en plus d'espaces de réunion, formels ou informels, parce que la réunion, c'est pas forcément une grande table avec des chaises autour. Il y a de plus en plus de postures différentes qu'on réfléchit, qu'on aménage, qu'on propose dans nos projets pour justement toujours garder ce dynamisme et ce côté moteur de création, de créativité. Donc, de plus en plus de salles de réunion et surtout des espaces de convivialité beaucoup, beaucoup plus approfondis, plus réfléchis que ce qu'on était capable de proposer avant, finalement, ces changements. Tu m'avais parlé également d'une nouvelle fonction, hein, des bureaux, de l'espace de travail, sur le côté culture d'entreprise, image. Ouais, évidemment. Évidemment, ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le collaborateur, il vient chercher plus que simplement le travail au bureau, mais parce que lui-même aussi, il a pris beaucoup de recul sur le fait que son temps, il était hyper précieux en fait. Et ça, on l'avait oublié avant de se retrouver en télétravail, avant de retrouver un équilibre, avant de repouvoir voir sa famille en journée, de finalement d'être un peu plus agile sur son temps. Et donc, le postulat, c'est de se dire que maintenant, mon temps, je vais l'investir pour quelque chose qui fait du sens pour moi. Et donc si je t'explique ça, c'est parce que, en fait, la culture d'entreprise, c'est un mot hyper marketing qu'on voit de partout, mais c'est surtout le reflet de la vision de l'entreprise. Et donc, cette vision, elle doit être hyper alignée entre la direction, le management, les collaborateurs. Et donc, cette culture reflète cette vision. En fait, elle doit être vraiment le lien au milieu de tous ces espaces, le lien au milieu de cette communication, de ce management. Et c'est un super outil de fédération finalement et d'énergie commune, tu vois. Donc, dans les bureaux, on retrouve aujourd'hui et on travaille énormément l'esthétique, énormément le détail le détail de marque employeur, l'expérience collaborateur finalement. Ça va de l'expérience candidat parce qu'on sait que les locaux sont aujourd'hui un levier d'attractivité important en fait pour les entreprises. Et c'est de mettre cette culture entreprise au milieu de tout ça, c'est ce qui fait que le projet est une vraie réussite. Donc, dans la mise en place du projet d'aménagement, tu as vraiment une part de l'identité de marque et des valeurs de l'entreprise qui sont beaucoup plus présentes qu'avant? Ouais, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on vient se questionner beaucoup plus profondément sur les enjeux de cet aménagement, de ce réaménagement. Et le pourquoi on le fait, c'est la question de base, en fait. Le pourquoi on le fait, le comment on le fait. Et aujourd'hui, quand on se pose toutes ces questions, qu'on se posait clairement pas ou beaucoup plus en surface avant, et ben finalement, ça impose aux organes de direction, aux managers, aux personnes impliquées dans le projet, parce que je parle d'organes de direction et de managers, mais aujourd'hui, les projets, on les conçoit de plus en plus de manière co-construite, hein. On implique des collaborateurs dans ce projet. Donc, toutes ces personnes-là autour de la table, ça implique qu'il y ait un alignement global au service de ce projet. Et effectivement, on se retrouve avec des entreprises et de la culture d'entreprise un peu de partout dans tout ça. Est-ce que ça amène plus de vie? Alors par plus de vie, je pense par exemple à plus de couleurs. On a eu pendant longtemps des bureaux très gris, plus de plantes. On a eu une époque où on interdisait les plantes, pour des questions sanitaires. Est-ce que ça a fait changer ça aussi? Ben, je pense que ouais, une des conséquences positives un peu de tout ça, c'est que quand on réfléchit le bureau comme un outil au service de son attractivité, quand on réfléchit l'expérience du collaborateur, quand on réfléchit l'expérience du client, l'expérience finalement d'usage
de nos espaces. Et quand on se questionne sur où est-ce qu'on se sent bien, comment on se sent bien, forcément, on se retrouve avec des projets beaucoup plus complets et, euh, et moins standardisés ou standardisables finalement, parce que beaucoup plus identitaires, beaucoup plus alignés avec les enjeux, les envies de toutes ces populations qui vont exploiter l'espace. Tu parles de plantes, de couleurs. Moi, j'irais même parler d'art. Oui. De plus en plus, on vient ajouter de l'art dans les projets, le son aussi, l'univers musical, l'univers olfactif même. Bon, après, ça, c'est des trucs qu'on recommande, mais qu'on ne produit pas nous, toute la partie expérience sensorielle, etc. Mais c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus, en fait. Et donc, je pense que, en fait, tout est lié depuis tout à l'heure dans le fait que, voilà, d'un endroit où on venait pour bosser, on posait notre bureau, on branchait notre PC, et puis la vraie vie commençait à 18h. Et ben aujourd'hui, en fait, la vie, elle fait partie intégrante finalement de ces espaces. C'est des espaces qui sont pensés pour, en fait. Donc, de facto, chez soi, si on met son mur gris, son sol gris, son canapé gris, c'est moins évident de s'y sentir bien, etc. Et je pense que c'est pareil dans les bureaux aujourd'hui. Et là, il y a même une notion finalement d'architecture d'intérieur, de design d'espace qui est beaucoup, beaucoup plus recherchée, contrairement à avant où on parlait plutôt d'organisation d'espace, quoi. On remet, les sens en vie, je pourrais dire, hein, les sens en 2 mots, puisqu'en ramenant de la vie, effectivement, on ramène, comme, tu dis, tout ce qui est olfactif, tout ce qui est les sons, tout ce qui est l'image, tout ce qui est la couleur, tout ce qui est les plantes, le naturel, qui va un peu à l'opposé d'un mouvement qu'on a peut-être eu pendant une époque, qui était justement de restreindre un peu tout ça parce que ça allait distraire, ça allait nous distraire dans notre travail. Ouais, complètement. Complètement. Mais en fait, ce qu'on exprime via ces bureaux de plus en plus design, de plus en plus modernes, de plus en plus originaux, c'est juste qu'en fait, on bouscule ce qui était nos modèles d'entreprise depuis des décennies. Et finalement, c'est peut-être que ces modèles en question étaient à bout de souffle. Ouais. Et la vraie réalité, elle est là, en fait. C'est que c'est le reflet d'une transformation, j'aurais envie de dire, vachement, vachement plus profonde, qui concerne pas simplement les espaces. Les espaces, c'est juste une des choses palpables et visuelles qu'on voit et sur lesquelles je peux m'exprimer parce que c'est mon métier. Mais la réalité, c'est que le changement, il est plutôt philosophique sur pourquoi est-ce que je vais bosser, à quel point j'ai envie de m'investir dans une boîte qui n'est pas capable de me changer cette moquette grise et qui ne me donne pas envie de venir bosser. Ouais, c'est la vraie transformation, en fait. Elle est plutôt philosophique, je pense. Et c'est quelque chose que vous avez amené aussi chez Abilis dans la manière de faire, hein, tu m'avais dit. Qu'est-ce que vous faites de novateur dans votre manière d'approcher l'espace, justement? Alors nous, chez Abilis, c'est arrivé bien avant le Covid, en fait. Moi c'est une boîte, quand je l'ai repris, on faisait du bâtiment, tout ce qui est plus basique. Enfin, ça, on le faisait très bien, mais on faisait un peu comme tout le monde. Et c'était en 2017 et moi j'étais assez impressionné par tout ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, tout ce qui était, enfin, tous ces campus de Google, dans la vallée, des boîtes totalement incroyables qui déployaient une énergie et une folle en fait au service du bien-être de leurs collaborateurs. Et je me suis dit en fait c'est pas normal qu'en France on soit pas capable de faire ça. Pourquoi est-ce que on remet pas l'humain au cœur de nos entreprises, de nos sociétés, et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas conscience qu'en ce management où on fait confiance, où on responsabilise, où on donne les moyens de s'épanouir en fait à nos collaborateurs, pourquoi est-ce que c'est pas une réalité en France? Et donc nous, on se l'est appliqué à nous-mêmes sur plein de sujets, hein, que ce soit sur les espaces, sur le management, et on l'a impulsé chez nos clients. Je pense que nous, une des choses qu'on fait de manière très très différente, c'est qu'on a, je vais dire, déhiérarchisé. Je sais pas si c'est le mot exact, et je sais pas si on en est encore aussi loin que ce que j'aimerais
que là où j'aimerais embarquer l'entreprise et les collaborateurs. Mais on a beaucoup moins de silos. Nos collaborateurs, on leur fait confiance, ils sont responsabilisés et surtout, dès le départ, en fait, on a toutes sortes de personnalités et de métiers dans la boîte. On a des économistes, des architectes, des conducteurs travaux, etc. Mais sur le fond, avant d'être un conduc, avant d'être un archi, c'est un homme ou une femme. Et cet homme ou une femme, plutôt que de l'utiliser à un moment précis pour une compétence précise dans un process précis, eh ben, il a aussi une culture générale, il a aussi des envies, il a aussi une relation à créer, etc. Et donc, ce qu'on a construit, c'est vraiment que dès qu'on rentre dans un projet, en fonction de la typologie du projet, on attribue toute une équipe de pilotage et qui, dès le départ, finalement, est engagée avec une relation humaine avec le client, avec un maximum de transparence, avec un maximum de clarté dans ce qui est fait, en fait. Et l'idée, c'était vraiment, enfin, ça, c'est un des outils qu'on a mis en place, mais c'était vraiment de se dire, on est dans un métier qui n'est pas sexy, c'est du bâtiment. En plus de ça, on est dans un métier qui est, j'allais dire, anxiogène, parce que dans notre écosystème, on a tous quelqu'un qui a construit sa baraque, ça s'est super mal passé. Le plombier, quand il avait une fuite d'eau, il n'est pas venu. Enfin, on a tous ces exemples-là en tête, et en fait, je me suis rendu compte que le client, il attendait vraiment beaucoup, enfin, il valait beaucoup mieux que ça, et puis nous-mêmes, on valait beaucoup mieux que ça, en fait. Donc, l'idée, c'était vraiment de recréer cette expérience au fil de l'eau avec un côté hyper humain, hyper frais, hyper limite un peu sexy, attractif de nos métiers. Donc, je pense que c'est par là que aussi passe l'impulsion, le dynamisme, la modernité qu'on peut amener dans nos projets. Et puis, c'est vrai qu'il y a une petite touche toujours, on essaye de mettre toujours une petite touche de fun, j'ai envie de dire, qui tranche et qui vient continuer pas de choquer, mais de bousculer un peu ces anciens standards et qui crée une vraie différence pour la personne qui ensuite a l'usage verra ses locaux, quoi. Bien sûr. Alors, as-tu des exemples d'aménagements, qui ont impacté justement, alors ça peut être le bien-être, mais aussi l'efficacité des salariés et ou le mode de management? Je pense que chacun des projets qu'on conduit aujourd'hui, en 2023, a forcément cet impact. Parce que l'entreprise qui vient se poser la question sur comment je réaménage mes locaux, si elle mène son projet comme elle l'aurait mené il y a 10 ans, au-delà du fait qu'elle fait fausse route, c'est qu'elle va très vite se rendre compte que ça ne répond absolument pas même aux besoins de l'entreprise. Donc même les personnes les plus fermées et les plus restreintes sur ce sujet de transformation des espaces sont très vite confrontés en fait à la réalité qui est que les modes de fonctionnement ont changé, que durablement ça va s'instaurer dans nos sociétés et que les bureaux doivent se réinventer. Donc, te donner des exemples précis, je pourrais, mais ce que je te propose, c'est surtout de prendre une vue d'ensemble un peu globale et de se dire qu'aujourd'hui, un collaborateur, si on prend connaissance et si on prend conscience que le bureau est autre chose et a une nouvelle fonction, et ben forcément, de l'impliquer et de faire ces changements organisationnels, de faire ces changements esthétiques, de matérialiser notre engagement, notre vision, etc. dans les espaces, forcément, ça aura un impact hyper positif pour l'entreprise mais ce n'est pas l'espace qui est finalement ce qui impulse ça, c'est plus la conviction de celui qui conduit le projet que cet espace va amener du bien-être, va amener du bénéfice, aussi bien pour la performance de la boîte que pour l'épanouissement des collaborateurs, que pour l'expérience client, l'image qu'on renvoie, etc., etc. Est-ce que tu aurais quand même un exemple à nous donner dans toute la liste possible qui est peut-être percutant pour que, on visualise vraiment un changement, ce que ça peut faire? Ouais, Entre peut-être l'avant et l'après, tu vois? ben, nous, il y a, par exemple, on va prendre un exemple qui va être parlant, c'est que nous, on accompagne beaucoup de cabinets d'expertise comptable. Mmh. Ok.
Dans les métiers de l'expertise comptable, on va pas se mentir, c'est pas les domaines les plus sexy, les plus attractifs. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'il y a une guerre des talents. Les collaborateurs sont, depuis cette période Covid, de plus en plus exigeants, de plus en plus chers et de plus en plus demandés parce qu'il y a cette espèce d'offre et de demande qui mène le marché à la hausse. Et donc, aujourd'hui, quand on fait, par exemple, ces cabinets d'expertise comptable, on pourrait, voilà, ça s'applique à aussi bien des gros groupes comme BBM, RSM, ou qui sont plutôt des acteurs nationaux, comme des cabinets plus locaux comme Ecosphère, MC, etc. Et à chaque fois, en fait, ce qu'on vient amener et ce qu'on vient rechercher, c'est cette identité, c'est ces nouveaux modes de fonctionnement, c'est une implication des collaborateurs dans la réflexion autour du projet pour cultiver une adhésion, mais aussi pour finalement ouvrir le discours et les échanges avec ce monde qui produit, plutôt à l'inverse, comme on aurait pu le gérer il y a quelques années, de manière très descendante, en disant voilà, on va travailler comme ça. Et ça, c'est des changements hyper percutants, parce qu'aujourd'hui, vous rentrez dans enfin, voilà, dans les exemples qu'on s'est donnés, vous avez une vraie expérience d'accueil. On n'a pas l'impression d'aller chez le comptable. Enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, ces mêmes cabinets qu'on aménage aujourd'hui, c'est assez régulier qu'on arrive. Il y a encore ces vieilles moquettes pleines de café, pas fait de travaux depuis 12 ans. Enfin, c'est aussi ce domaine-là et cette culture-là qu'on avait dans ces métiers du chiffre et dans ces métiers très intellectualisés. Et aujourd'hui, on rentre, on a un point contact avec le café, les petits chocolats, le machin qui va bien. On a une super banque d'accueil, hyper design. On a du bois, c'est chaleureux, c'est moderne, mais ça, on s'y sent bien. On a des espaces de convivialité avec j'en ai un en tête là par exemple. On a fait un super bar pour les collaborateurs. Le client, quand il arrive, il est reçu d'abord dans ce même espace que les collaborateurs pour justement créer une expérience hyper cassante avec la vision et finalement peut-être même l'attente qu'on avait en rentrant dans ce cabinet. On est reçu au bar, il y a des collaborateurs autour, c'est une entreprise qui est vivante, c'est une entreprise qui est transparente, c'est une entreprise qui a rien à cacher vis-à-vis de son mode de fonctionnement, du fait que les collaborateurs sont épanouis, qu'on a mis des moyens au service de leur épanouissement. Je pense que c'est un exemple qui peut être assez représentatif de ces modes de fonctionnement et de ces changements. Et évidemment, on se retrouve, bon après, il n'y a pas de bureau catalogue, je vais dire, mais il y a des changements de fond qui font que déjà l'entreprise, quand on a donné la parole et quand on est prêt finalement à se laisser porter par ces nouveaux modèles, ces transformations et qu'on a conscience aussi, je pense que la conscience, c'est hyper important, que on va vers quelque chose qui est là pour le mieux des équipes, pour le mieux de l'entreprise. Et après, je pense qu'il faut se laisser aller aussi et puis arrêter de se poser trop de questions sur qu'est-ce qui se passerait si ça se passe pas comme prévu, parce que de manière l'imprévu, ça fait partie du jeu aujourd'hui et il faut savoir naviguer avec, je pense. Ton exemple reprend bien les trois fonctions dont tu nous as parlé et surtout le passage de la première fonction qui était la fonction de production, qui est moins présente aujourd'hui, vers une fonction de collaboration, un lieu de sociabilisation avec l'espace d'accueil dont tu as parlé, qui est beaucoup plus présent, et vers la troisième fonction qui est le reflet de la culture d'entreprise, qui est également beaucoup plus mise en valeur qu'avant. Ouais, tout à fait. Alors, comment vois-tu l'espace de travail dans le futur? Quel autre changement vois-tu se profiler? Le bureau du futur, je pense qu'il va continuer d'être de plus en plus agile. Je pense que le bureau du futur, il s'alignera avec le management du futur, qui ira vers cette confiance, vers cette responsabilisation, vers de plus en plus
Les Américains disent la work-life integration. Sans l'accent, je sais pas le faire. Mais finalement, cette cohabitation entre le travail et la vie, et qui sera de moins en moins, je pense, sectorisée comme deux entités distinctes, mais plutôt comme un seul volume global dans lequel on s'épanouit, dans lequel on le fait pour une cause. Je pense qu'il y aura de plus en plus de réflexions autour de l'écologie, évidemment, de la consommation. Mais ouais, quelque chose de très agile, très ouvert aussi sur son écosystème. Moi, je pense qu'il y a un truc qui se présage, c'est cette espèce de bureau augmenté où en fait, comme un lien social, pas juste avec ses collaborateurs, pas juste entre ses collaborateurs, mais aussi vis-à-vis de son écosystème, vis-à-vis de ses partenaires, comme un lieu ouvert. Donc c'est quelque chose qu'on pratique chez Abilis. Nos espaces sont à disposition de nos partenaires, de notre réseau, sans problème. Ils viennent, ils travaillent. Et en fait, finalement, ça crée du lien. Ça continue de justifier aussi de travailler sa culture d'entreprise. Et c'est une espèce de boule de neige qui se façonne petit à petit. Et ouais, je pense que pour en faire une réponse synthétique, agile, très agile pour être adaptable finalement aux évolutions, aux changements, aux nouveaux besoins, très ouvert sur son écosystème et sur, et sur le monde, responsable dans les matériaux, vis-à-vis des enjeux environnementaux du monde. Et je pense que c'est déjà bien. Alors, as-tu un livre à nous conseiller sur ces sujets? Alors moi, je vais vous conseiller un livre qui est juste formidable. C'est un livre qui s'appelle La règle, pas de règle. C'est pas forcément sur les sujets des nouveaux espaces de bureau. C'est plutôt sur la transformation d'une entreprise, la croissance d'une entreprise et la mise en croissance exponentielle d'une entreprise grâce à la culture d'entreprise et notamment grâce à l'impulsion de ses dirigeants. Ce livre, c'est Reed Hastings, c'est le fondateur de Netflix. Et je ne sais pas si tu le connais, mais ça bouscule tous les codes du management. Et en fait, ce qu'il nous dit Hastings, c'est donnons le plus de pouvoir aux employés, cassons les chaînes de bureaucratie, laissons libre cours et faisons en sorte qu'il y ait un maximum de créativité. Et avec des exemples tellement fous de diffusion des comptes auprès des salariés avant de les diffuser aux actionnaires, enfin des trucs tellement lunaires pour des boîtes de ce volume-là, mais où finalement, en fait, c'est juste ça qui fait qu'aujourd'hui, ils ont créé un mastodonte, ils ont totalement révolutionné un business hyper vieillissant qui était, à l'époque, en fait, ils ont commencé, c'était la location de DVD, quoi. Et aujourd'hui, c'est Netflix. Donc, sans vous en faire un résumé complet, mais ouais, je pense que La règle, pas de règle de Reed Hastings, c'est le livre que je conseille de lire à toute personne qui se questionne et c'est assez décoiffant. Où peut-on te retrouver, alors toi et Abilis, hein? Nous, on rayonne sur le sillon Rhône-Alpin, donc on a une agence à Lyon, une agence à Grenoble, une agence à Annecy. Puis plus globalement, on travaille sur le quart sud-est. Et puis surtout, Internet, Instagram. Donc notre Instagram, c'est abilis.space. On va découvrir quelques réalisations. Et je suis assez actif sur les sujets du Future of Work sur LinkedIn. Donc Quentin Nier. Et puis la page LinkedIn Abilis aussi. De toute façon, je remettrai tous les liens dans le résumé de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Ceux qui ne seront pas capables d'être clairvoyants et qui iront à contre-courant de tout ça, je pense que l'avenir leur donnera tort au point de peut-être coûter la vie de certaines entreprises qui auraient été trop à contre-courant de ces changements. Merci d'avoir suivi cet épisode.
S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.